Voilà, suivez. Donc, voici l'architecture qu'on va essayer d'adopter. Donc, là, nous avons une classe qui s'appelle serveur. Et dans ce serveur, on peut y configurer plusieurs services à ce niveau. Okay? Donc, chaque service sera configuré dans un seul serveur. Le serveur est caractérisé à ses caractéristiques, à savoir il y a l'identifiant du serveur qui est un entier, il y a le nom de votre serveur qui est un string, il y a l'adresse IP du serveur également qui est un string. Puis de l'autre côté, nous avons les services IDS entier, NOS entier, for début, bon, ce sera int. État également c'est string, c'est-à-dire activé, désactivé, c'est-à-dire est-ce que le service est en cours. Puis ces éléments qui sont ajoutés en bas maintenant ce qu'on appelle la partie implémentation. Ça c'est un diagramme de classe de conception. Si ça se limitait seulement à la liaison entre classe, serveur et service, dans ce cas, vous avez un diagramme de classe d'analyse. Mais là, maintenant, on va toucher un peu à la conception. Là, nous avons en fait les traitements à faire avec une interface qu'on appelle e-service. C'est ça qu'on appelle des interfaces Java. Ceci est une classe Java et ça, c'est une interface Java. L'interface, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Nous voulons pouvoir ajouter un serveur en passant ici seulement le serveur. À la fin, on va donner 0 ou 1. Si 1, ça veut dire quoi? Le serveur est ajouté dans la base, sinon, c'est 0. On va également définir une méthode qui permet d'éliminer un serveur qui est enregistré dans la base. Dans ce cas, on l'appelle delete, qui reçoit quoi? Un identifiant de type int. On peut également récupérer les informations, c'est-à-dire les détails d'un serveur grâce à son identifiant ID. Là, on va récupérer un objet de type serveur. Là, on va également pouvoir modifier un serveur, update, en lui passant un serveur, puis on va tourner en fait comme confirmation 0 1. Liste permet de récupérer la liste des serveurs. Voilà. Ce qui sera fait dans le serveur, ça sera presque la même chose au niveau de service. Cependant, là, on a ajouté ici peut-être une méthode qui s'appelle quoi? La liste des services en fonction du serveur. Ça vous mettez ici un identifiant d'un serveur et là, vous avez la liste des services. C'est ça qu'on appelle la classe et ça, c'est l'interface. Et vous devez maintenant implémenter. L'implémentation veut dire quoi? Vous devez tout simplement donner un sens ou bien un corps à ces méthodes qui sont définis dans l'interface. Et là, on l'a appelé comment? Serveur imp. Pour l'implémentation, là, toutes les méthodes qui étaient définies seront également redéfinies au niveau de la classe d'implémentation. Cependant, nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est du JDBC, c'est-à-dire Java Database Connectivity. Si vous faites du Java Database Connectivity, vous avez besoin d'un fichier DB qui va ouvrir la connexion à la base. Et voici le fichier. Et toutes les connexions, quel que soit le fichier d'implémentation, il va toujours passer par ça, ce qu'on appelle la notion de singleton avec un E ici. Donc, DB aura comme variable, comme propriété, une variable unique qui permet d'ouvrir la connexion à la base. Une deuxième variable qui s'appelle PSTM, c'est-à-dire Prepare Statement. En fait, en SQL, en Java, pour exécuter une requête SQL, soit on utilise Statement ou bien Prepare Statement. C'est là, PSTM qui est de type Prepare Statement. Et à la fin, quand vous exécutez une requête SQL, il y a deux résultats possibles. Soit c'est un entier ou bien c'est une collection d'objets. Si c'est un entier, on récupère dans la variable OK. Si c'est une collection d'objets, on récupère dans RS qu'on appelle un résultat set. Ça, ce sont les variables qu'on va définir dans DB. Puis, on va passer maintenant à l'implémentation de ces méthodes. Une méthode qui s'appelle getConnection, qui va faire quoi? Il ouvre la connexion à la base. Une méthode qui s'appelle initPrepare, qui permet de faire quoi? Qui permet tout simplement d'initialiser les requêtes SQL pour utiliser ce qu'on appelle en fait des requêtes préparées pour se couvrir des injections SQL. Parce qu'on peut également dire statement. Ensuite, après avoir ouvert la connexion, on prépare la requête, on exécute. Il existe deux types de requêtes SQL. Il y a ce qu'on appelle les requêtes en type merge, mise à jour, mais également les requêtes en type select. Si c'est merge, insert, update, delete, à la fin, on va toujours dire quoi? Une ligne insérée, deux lignes insérées, une ligne supprimée, deux lignes supprimées, une ligne modifiée, etc. Ça veut dire quoi? Vous allez toujours avoir comme résultat final un entier. Alors que si c'est execute select, dans ce cas, ça sera une collection d'objets, select étoile ou bien nul. On le récupère dans un résultat set, c'est un objet. Après, vous allez parcourir maintenant dans un résultat set pour extraire ligne par ligne et exploiter comme vous voulez. Puis en bas, comme l'élément PSTM est déclaré ici, on va également avoir besoin d'un PSTM, mais qui est un getters, qu'on va utiliser pour pouvoir manipuler ces éléments qui sont au niveau de prepare statement et ainsi avoir de l'exécution. Voilà, de ce fait, les fichiers DB sera créé une seule fois. Et tout autre fichier qui veut se connecter passe par ça, c'est ça qu'on appelle la notion de singleton. Et si vous regardez très bien au niveau de serveur ample, nous allons d'abord définir ici en privé un DB.
Ce DB permet de faire quoi? Il va accéder à ses composants. Init prépare, execute merge, execute select ainsi que les getters. Puis à ce niveau, comme lui, il va retourner parfois des résultats set, oui, on déclare également ici en local un résultat set pour pouvoir exploiter. Parfois également, il va retourner des entiers, on déclare ici un entier. Ce que j'ai fait pour serveur imp, c'est la même chose qu'on va définir également pour service imp. C'est là. Service imp aussi, il y a DB, il y a RS et ça. C'est ça qu'on va essayer d'implémenter en utilisant une application J2E pour la présentation. Mais la couche métier, c'est-à-dire la couche des services, on va les faire ensemble, mais en les mettant tout simplement dans le dossier SRC ou bien source package si c'est NetBeans. Okay? Voilà, donc allez-y, lancez maintenant votre NetBeans. On va créer une application, mais web dynamique project. Ok? Voilà, donc allez-y, nouveau projet. Ou bien vous cliquez seulement ici sur New Project. Les versions. Dans ce cas, vous pouvez choisir Maven. Voilà. Maven, maintenant, c'est un gestionnaire de dépendance où, au début, vous n'avez pas besoin même de savoir comment on, plutôt, où se trouve en fait tel jar ou bien tel élément à se connecter à la base de données, etc. Ici, tout simplement, après création du projet, vous allez dans le fichier POM. Et vous faites la configuration en disant quoi? En disant quoi? J'ai besoin de tel jar. Avec Internet, automatiquement, Maven va l'ajouter. Maintenant, nous allons choisir pas Maven, mais une application web. Allez, choisissez Java Web et vous sélectionnez Web Application. Web. Ok, on clique sur Suivant. N'oubliez pas de cocher ça, hein, si c'est décoché. Ok, bon, le TP, je vais l'appeler, bon, je l'appelle directement Parc Info. Hein. Parc Info, j'ajoute Rési. Parc Info, Rési. La Parc Info Rési, je choisis, je clique sur Suivant. Et là, maintenant, on me montre le serveur que je vais utiliser, c'est Glassfish, par défaut, que j'ai installé pour l'utilisation à ce niveau. Maintenant, vous, pour ceux qui sont dans Eclipse, choisissez directement dans notre interface le serveur. Voilà, je clique encore sur Suivant, on va montrer les frameworks, mais nous, comme on ne fait pas pour le moment des frameworks, on coche rien du tout, et vous cliquez sur Finish. Voilà, donc voici les deux parties dont je vous parlais tout à l'heure, ce que j'ai écrit ici. Et il y a la partie source. C'est là où vous devez mettre en fait tout ce qui est en tout cas traitement Java. Et la partie web, oui. Et voilà, donc voici les deux composants, ou bien les deux parties de l'application. Il y a ici la partie web et là la partie source. Puis vous avez ici en fait la partie des librairies. Ici nous avons seulement deux composants, à savoir votre JDK ainsi que votre serveur. Voilà. Et ça, il est au niveau de l'architecture du développement. On a besoin de l'IDE, on a besoin de JDK ainsi que d'un serveur d'application ou bien d'une conteneur web comme Apache Tomcat. Voilà, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'abord de respecter ces spécifications qui sont ici, à savoir de créer les classes, les deux classes qui sont là, de créer également les deux interfaces, ainsi que ces implémentations qui vont utiliser aussi des implémentations qui vont utiliser le fichier DB. Ces deux éléments qui sont là seront dans un dossier qu'on va nommer Entities, c'est-à-dire un paquet nommé Entities. Ces trois éléments seront dans un paquet également qu'on va nommer Métier, et ceci sera dans un paquet, même DAO, hein, pas métier mais DAO, tous ces éléments, dans ce paquet de DAO. Et métier, maintenant, nous aurons là-bas notre serveur, ok, ou service. Allons-y maintenant, au niveau de source. Faites clic droit sur source, new package. Donc, on peut l'appeler directement entities, hein, comme aussi on peut l'appeler comme .food.entities. Écrivez directement entities, c'est pas grave. Entities, premier package. Clic droit sur source, new package. Entities, en minuscule. Hein. Ok, deuxième package. Deuxième package DAO. Deux classes. Comment? Il faut le montrer là-bas, derrière.
Ok. Allez ici au niveau de Entities. C'est bon, il faut le montrer rapidement. L'autre qui est derrière, il faut te montrer. Voilà, faites clic droit maintenant sur Entities, New, et vous sélectionnez cette fois-ci Java Class. Les autres maintenant, c'est directement Class. New Class. Ok, la classe, on va l'appeler Serveur, première classe. Et la deuxième classe, c'est Service. Donc, nous venons de créer ces deux classes, la classe serveur et la classe service. Ok. Voilà, donc ça c'est ok. Nous allons passer à la création de ces deux interfaces, c'est-à-dire l'interface e-serveur et l'interface e-service. Pour cela, faites clic droit sur DAO. Faites clic droit sur DAO. New, et vous sélectionnez interface. New interface. Interface Java. Peut-être, il se peut que vous ne voyez pas interface, ce n'est pas grave. Vous ne voyez pas, n'est-ce pas, exactement comme moi ou bien? Voilà, dans ce cas, cliquez sur Other, là, autre. Et vous sélectionnez Java. Dès que vous sélectionnez Java, vous allez voir ici Java Interface, New Other en bas, New Autre. Et vous sélectionnez Java. Et dans Java, vous allez voir ici Java Interface. Suivant, l'interface, on l'appelle e-server. 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 I majuscule, comme ça. S aussi, majuscule, serveur. On crée une deuxième interface Java toujours. Clic droit, New, cette fois-ci, en principe, nous devons voir interface, c'est là, voilà. L'interface, nous allons appeler e-service cette fois-ci. E-service. Voilà. Donc, nous avons deux classes, deux interfaces. Puis, nous allons créer ici une classe qui implémente cette interface qu'on va nommer serveur ample et une classe qui également qui implémente cette interface qu'on appelle service ample. Voilà. Allons-y, toujours dans DAO. Dans DAO, clic droit, New Class. Ça sera serveur ample comme implémentation. Serveur ample. C'est là. Serveur ample. Comme ça. Ok, une deuxième classe qui s'appelle service ample. New Java class. Service ample. Vous vous retrouvez avec 4 fichiers, 2 interfaces et 2 classes. Serveur ample, service ample, e-server, e-service. Et enfin, maintenant, le dernier fichier, c'est ce fichier qui est là, c'est ce fichier DB. Voilà. Ce fichier DB est une classe. Donc, on aura 5 classes et 2 interfaces. Ces 2 classes qui sont là sont des classes simples. Ceci est une classe d'implémentation, c'est également une classe d'implémentation. Ça, une classe qui permet de gérer tout ce qui est connectivité et SQL dans la base. Alors, au niveau de DAO, on crée maintenant la dernière classe, New Java class, on l'appelle DB. Voilà. Et là, nous venons en fait de respecter l'architecture qui est là. DB. Voilà, nous allons commencer maintenant par gérer nos classes. Mais ici, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Après, on va revenir. Parce que je devais d'abord créer, mais on va faire un retour en arrière. On revient pour créer d'abord la base avant de revenir sur le projet. Parce que ici, vous devez d'abord créer la base donnée, vous créez votre projet et vous gérez ces couches qui sont là. Donc, on ne va pas gérer les couches ni les servlets, etc. Mais on va d'abord revenir en arrière pour créer notre base donnée. Mais c'est bon quand même, le projet est déjà créé, c'est bon? C'est bon. Voilà. Maintenant, lancez votre XAMPP server, votre WAMP server. Ça dépend du serveur que vous utilisez. Nous allons créer ici une base de données. Cliquez sur base de données. Ok, la base, on l'appelle JE. La base, c'est JE underscore part underscore info.
JEE underscore parc underscore info. JEE underscore parc info. Voilà. On clique sur créer. Et notre base vient d'être créée. On va créer maintenant une table nommée serveur. Ok, serveur a combien de champs? Voilà, au niveau de serveur, nous aurons ID serveur, derrière celui-là, nous aurons ID serveur, nom serveur, adresse IP serveur. Donc, c'est trois champs. Ok, serveur, vous aurez en fait ici 3 champs. Exécuter. Maintenant, nous aurons ID serveur, nom serveur, ADR IP serveur. Pour la création de la base, maintenant, référez-vous seulement à ces champs qui sont là. Seulement. Cependant, le port ici, j'ai mis string, mais il faut le mettre à int. Le port d'écoute, c'est un int. Donc, pour créer la base, donc je reviens un peu en arrière pour ceux qui n'avaient pas encore créé. Pour les autres, cliquez sur base de données et vous donnez comme nom JE parc informatique. Vous cliquez sur OK, sur créer. Et là, vous avez ceci. La première table s'appelle serveur. Le nombre de champs, c'est 3. Exécuter. Donc, je vais seulement respecter ces champs qui sont là, ces propriétés, à savoir ID serve, nom serve, adresse IP serve. ID serve, serve, nom serve, ADR, IP serve. Ok. Non serve est un varchar, donc j'ai sélectionné ici varchar. Adresse IP également est un varchar. Le nom, je vais mettre ici 150. L'adresse IP 25, oui. ADR IP, oui. ADR IP, voilà. Donc, varchar c'est 25. Varchar de 25 pour adresse IP. Varchar de 150 pour nom. Bon, l'ID serveur maintenant est clé primaire, primary, mais aussi c'est un incrément, AI. Pour éviter que bon, les noms des serveurs se répètent au niveau de la base, vous pouvez ajouter également unique pour non serveur. Donc ici, vous pouvez venir ici pour dire quoi? C'est unique, c'est possible. Au niveau de non serveur, vous pouvez ajouter unique. Sur la ligne non serveur, ajouter unique. Là, dès que c'est OK, si vous cliquez sur sauvegarder. Je vais passer maintenant à la création de la deuxième table, à savoir service. Base de données. La deuxième table, c'est service. Service. Pour service, nous avons 5 champs. Il y aura également la clé étrangère. Pour service, c'est 5. La clé étrangère aussi. Donc, pour service, nous avons IDS, nom S, port S, état S, état du service, et enfin ID serve. Il ne faut pas l'oublier parce qu'en UML, c'est ça qu'on appelle en fait une liaison one to many. C'est le one qui sera au niveau de la table service. Ça veut dire quoi? Chaque service sera installé ou bien configuré dans un serveur. Donc, c'est IDS, nom S, port S, mais ajouter à la fin ID serve comme clé étrangère. Ensuite, nom S est un varchar. Et vous mettez une taille, je vais mettre 150 aussi. Port est un entier, on laisse comme ça. État est varchar de 75. Varchar de 75. Là c'est entier. Pour les entiers, c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça, sans taille. L'ID S est clé primaire, on sélectionne primary. Et vous cochez également AI. La clé étrangère est un index.
sélectionnez index. Sauvegarder. Voilà. Donc, on vient de créer en fait ces deux tables. Serveur et service. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Allez-y au niveau de plus, recherchez plus concepteur. Tout le monde, même si on WAMP serveur, est-ce que vous l'avez? Non, ils ne l'ont pas. Voilà, donc je vais d'abord travailler pour ceux qui ont XAMPP serveur. Après, je reviens vers ceux qui travaillent avec le WAMP serveur. Ok? Pour ceux qui ont XAMPP serveur, sélectionnez votre base de données ici, qui s'appelle JE Parquet Informatique, ceux qui ont XAMPP, JE Parquet Informatique, plus, et vous sélectionnez ici concepteur. Ceux qui ont XAMPP, oui. Si, c'est parce qu'il n'a pas sélectionné la base. Sélectionne la base. Sélectionne la base. Tu dois avoir les deux tables. Tu vas avoir les deux tables, n'est-ce pas? Ok, maintenant clique sur le plus. Donc, regarde, tu dois avoir directement concepteur. Ou bien design en anglais. Clique sur design. Ok, voilà. Donc, la plus concepteur. Ça, c'est pour ceux qui ont XAMPP serveur. Hein. Ou bien, il y a certaines versions de WAMP qui l'ont, mais ce n'est pas toutes les versions. Mais toutes les versions de XAMPP quand même ont cette interface. Voilà, ceci permet tout simplement de créer des liaisons entre les différentes les tables. Ok, là, on a ici IDServe. IDServe est clé primaire dans serveur, mais IDServe est clé étrangère dans service. Donc, pour créer cette liaison, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur la nouvelle relation une seule fois. Vous faites glisser votre curseur, il va vous demander où se trouve la clé de référence. La clé de référence, c'est quoi? C'est IDServe. Il va vous demander où se trouve la clé étrangère. C'est là, c'est IDServe qui est là. Puis, on me demande maintenant les contraintes. Les contraintes, maintenant, il y en a 4. Il y a ce qu'on appelle set nul, non-action, cascade et restricted. C'est là. Cascade, set nul, non-action, restricted. Ces contraintes veulent dire quoi? C'est-à-dire, si vous enregistrez des serveurs, ces serveurs vont migrer dans le service. C'est-à-dire, il y aura des serveurs qui sont configurés dans ces serveurs. Là, je disais qu'il y avait une liaison entre serveur et service avec ces éléments, ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité référentielle. C'est-à-dire, si vous avez créé ici deux serveurs, je suppose qu'il y a celui qui a Easy, MER ici, et un serveur qui a EasyFast. Ici, on a fait la configuration DNS, DHCP et SMTP. Donc, dans le serveur de EasyMER, il y a 3 services. Imaginons maintenant, dans la base de données, vous voulez supprimer directement le serveur. Cela veut dire quoi? Dès que vous supprimez le serveur, les services ne seront plus affectés à des serveurs. Donc, il y a des contraintes que vous pouvez maintenant préciser au niveau de votre base de données. Vous avez dit ceci. Soit, au niveau des serveurs, on supprime tout, automatiquement, tous les services affectés à ce serveur ou bien qui ont été configurés dans ce serveur seront également supprimés. Dans ce cas, vous allez choisir cascade. Premier choix. Deuxième choix, vous avez un serveur ici. Et dans ce serveur, il y a des services. Vous supprimez le serveur. Donc, l'ID qui est là n'aura plus de valeur, vous mettez à 7 nul. La base va le faire. Non-action, il y a des données ici. Il y a des données à ce niveau, ça ne marchera pas. C'est-à-dire on fait une restitution en fait, de la modification, mais de la suppression. Restricted, il y a des serveurs ici, il y a des services. Donc l'ID des serveurs a migré ici. Si vous essayez de supprimer ce serveur, ça ne marchera pas directement. On va dire quoi? Non, va d'abord supprimer tous les services. Si le service maintenant n'a plus de service, si le serveur n'a plus de service, il faut revenir maintenant pour supprimer le serveur. C'est-à-dire, dans un serveur où il y a des configurations, ce n'est pas normal de supprimer le serveur. Enlève d'abord les configurations. Si toutes les configurations sont désactivées ou déinstallées, là maintenant, tu peux revenir pour supprimer le serveur. Pour le dire maintenant côté base de données, vous choisissez restricted. Vous ne pouvez pas supprimer un serveur qui a des services de la base de données. Il va refuser. Mais dès que vous enlevez maintenant tous les services, pour dire que ce serveur là, il n'y a plus de services, c'est plus important, là maintenant, vous pouvez supprimer. Alors, c'est ça qu'on appelle les contraintes d'intégrité référentielle. Ok? Alors, ceci fait référence à ça. Mais également, il y a des contraintes. Set nul, non-action, etc. Ça, c'est pour la suppression. Et regardez maintenant pour la modification. Imaginons que le serveur qui est EasyMER a comme numéro 1. Je veux changer ce numéro à numéro 4. Si vous changez le numéro à numéro 4, ici, ça sera plus cohérent. Parce que ici, nous avons numéro 4 et là, nous avons numéro 1. Que va faire la base? Si vous dites restricted, ça ne marchera pas. On ne peut pas modifier
un serveur qui a des services. Mais si vous dites maintenant cascade, cela veut dire quoi? Si vous mettez ici numéro 4, automatiquement la base va rechercher en fait les correspondances. Il va mettre automatiquement 4, 4, 4 partout. C'est-à-dire, on delete cascade, on update cascade. Ou bien on delete restrict, on update restrict. Comme ça. Dans ce cas, vous ne pouvez pas supprimer, avec ceci, vous ne pouvez pas supprimer un serveur qui a des services. Vous ne pouvez pas également modifier l'ID d'un serveur ou installer ou bien configurer des services. Et ça, c'est mieux. C'est comme au niveau de la banque. Vous avez un client qui a 4 comptes. Et dans chaque compte bancaire, il y a des transactions bancaires. Vous supprimez le client, automatiquement la base va supprimer tous les comptes ainsi que toutes les transactions bancaires. Ce qui n'est pas possible. Si vous mettez cascade, parce que la base, en fait, ça ne sera pas du tout intéressant d'avoir des comptes qui ne sont pas affectés à des clients. C'est pour qui? On ne sait pas. Donc, soit vous mettez restrictif pour dire quoi? Non. Tant que le client a des comptes bancaires chez nous, on ne peut pas supprimer le client. Dans ce cas, il faut mettre restrictif. Tant qu'également le compte bancaire a des transactions, il ne faut pas essayer de supprimer le compte. Et dès qu'un compte est créé, minimum, il y a un dépôt, il y a un solde minimum. Dans ce cas, le compte est important, on ne pourra pas supprimer le compte. Voilà. Donc, si vraiment c'est une base de données qui est sérieuse, dans ce cas, c'est restrictif. Si peut-être maintenant les données ne sont pas trop importantes, parfois on peut vouloir supprimer, et être là à supprimer toutes les lignes, c'est un peu lent, mettez cascade. Vous supprimez un serveur, automatiquement la base va supprimer tous les services de ce serveur. C'est à vous de voir en fonction des besoins de votre base de données, en fonction également de la conception. Voilà. Mais nous, on va sélectionner restrict. On delete restrict, on update restrict. Vous ne pouvez pas supprimer un serveur où il y a des services. Vous ne pouvez pas non plus modifier un serveur où il y a des services. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont Xampp serveur ou bien ceux qui ont WAMP qui a l'interface qui est là. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment on le fait avec les autres, ceux qui ont WAMP serveur ou bien Xampp serveur ou vous ne voulez pas utiliser cette interface. Maintenant, pour supprimer, regarde très bien, après création, vous devez avoir cette liaison, c'est obligatoire, ça. La liaison doit être à ce niveau. Et pour supprimer la liaison, cliquez sur ça. Effacer. Imaginons maintenant que moi, je veux faire la même chose, mais pas avec l'interface. Dans ce cas, vous devez aller au niveau de service et vous cliquez sur structure. Allez-y, pour ceux qui ont un serveur. Sélectionnez votre base de données, vous cliquez sur structure. Structure. C'est clair, c'est bon? C'est bon. Attendez. Il y a combien de personnes qui pratiquent? Ok, voilà. Donc, cliquez sur structure. Vous devez avoir l'interface qui est là. Vous devez avoir quelque part vue relationnelle ou bien gestionnaire de relations. Pour moi, c'est où? Ah oui, ça, ça est là. Voilà. Vue relationnelle, c'est là. Voilà. Vous, maintenant, vous devez avoir en fait gestion de relations, je crois. Est-ce que vous avez vue relationnelle, vous? Vous l'avez? Voilà, cliquez sur vue relationnelle. C'est bon? Bon, l'interface est en fait un peu différent, mais de toute façon, vous allez comprendre. Vous avez cette interface, n'est-ce pas? Ok, voici ce qu'il vous demande. Il vous demande ici, en fait, quelle est la colonne qui représente la clé étrangère, quelle est la table de référence et quelle est la colonne qui représente la référence. Donc ici, regardez très bien, vous allez choisir ici comme clé étrangère ID serveur. C'est la clé étrangère en fait. Vous êtes dans service, hein, sélectionnez au niveau de colonne ID serveur. C'est la clé étrangère. C'est bon? Puis la table de référence, c'est serveur, c'est là. Et avec Ajax, maintenant, vous allez voir automatiquement ID serveur sera sélectionné. Cela veut dire quoi? ID serveur est clé étrangère dans service et clé étrangère dans oui. Je clique sur sauvegarder. Alors, la liaison est créée et je peux voir même la liaison de l'autre côté, plus concepteur. C'est bien créé ici, on voit très bien qu'il a créé la liaison. Alors, donc, ça sort avec l'interface qui est là. De l'autre côté, c'est la même chose, ça va marcher. Et tant que vraiment vous ne faites pas cette liaison, vous n'avez pas créé de base. Vous avez tout créé sur une base. Une base, en fait, les éléments doivent être liés, parce que même en IML ou bien en ERIS, vous n'avez pas quelque chose qu'on appelle les objets isolés ou bien des groupes d'objets isolés. C'est pas normal. Oui? Hein? Est-ce que tu as aussi ajouté la clé étrangère, toi? Bon, c'est pas grave. Attends.